En attendant que Didier Deschamps fasse appel à lui pour remettre en forme l'équipe de France de football, il s'adonne à l'astrophotographie pour notre plus grand bonheur. Mathieu Tequi, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Il a été obligé de vendre sa voiture pour soudoyer la Société astronomique de France. Alors certes, il a reçu un prix prestigieux, mais il ne peut plus faire d'astronomie en nomade. Jean-Baptiste Roux. Bonjour Jean-Baptiste et pardon. Salut. Non, non, mais les running gags, c'est bien. Oui, mais ça s'arrêtera. Ne t'inquiète pas. pas. Ça s'arrêtera pas, ouais, je sais. Je trouve, non, pas sûr. On verra. À l'instar d'un Colt Sievers, il est toujours au bon endroit au bon moment. Et nous n'allons surtout pas nous en plaindre. Il est l'homme qui tombe à pic de l'astrophotographie mondiale. Thierry Legault. Bonjour Thierry. Bonjour. Capable de réparer un télescope avec une brosse à dents et un carré de sucre, de fabriquer un autofocus avec un carambar, il n'a rien à envier à MacGyver, mais restera notre commandant Shepard, Mathieu Guinaud. Bonjour Mathieu. Salut à tous, salut à tous. Pour cette troisième émission, nous aurions dû avoir Mathieu Martin avec nous et éventuellement Aziz. Aziz est toujours en convalescence pour sa jambe et on va lui refaire un petit coucou. Et quant à Mathieu Martin, il a un empêchement familial, donc on va lui faire un coucou aussi et on retrouvera tout ce beau monde à la rentrée pour ce qui sera la quatrième émission. On va attaquer tout de suite avec la mise en station. C'est parti. En 2018, la société ZWO a mis sur le marché un boîtier du type Raspberry Pi permettant de piloter son setup à partir d'un téléphone ou d'une tablette, aussi bien sur Android qu'iOS. Un an et demi après arrivait l'Azier Pro, qui en plus de proposer le guidage, le focus, l'autofocus, l'autorun et la planification, permet d'alimenter caméras résistantes chauffantes, etc. et offre un mode vidéo. Principale limite, à l'exception d'un paquet d'APN qui sont acceptés par le système, ce système n'est compatible qu'avec le matériel ZWO. En appliquant la méthode Apple à l'astrophoto et avec l'expérience qui est la vôtre, pensez-vous qu'avec les Azier, ZWO a changé le game? J'ai eu l'Azier Pro. J'ai trouvé ça vraiment super, moi, par rapport aux fonctionnalités qu'il proposait. Je l'ai revendu depuis. J'en étais relativement content. C'est vrai qu'après, par rapport au matériel, ça reste une limite, sachant qu'il y a, au niveau de leur focuseur, je trouve surtout, il y a pas mal d'améliorations à faire par rapport à certains autres. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai vendu. Sinon, par rapport au matériel ZO, bon, bah, c'est vrai qu'il faut reconnaître que d'un point de vue prix, ils ont maintenant du super matériel abordable et en plus qui est vachement, enfin, je ne vais pas dire correct, je vais dire même plus que correct parce qu'on arrive à sortir des super trucs. Au niveau des capteurs, en plus, on les retrouve maintenant chez de nombreuses marques. Les capteurs sont quasiment tous identiques. C'est uniquement la façon de gérer après le firmware de la caméra, ce genre de choses qui va différer. Est-ce qu'après, ça va révolutionner? D'autres commencent aussi à s'y intéresser avec des trucs plus ou moins chers. Il faut reconnaître que le prix rend très, très accessible ce boîtier. Maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi de ce qui va un petit peu moins bien, notamment la portée au niveau Wi-Fi, qui était quand même très, très limitée. Moi, ça, je sais que ça a été un frein aussi à ma pratique. C'est que je pensais que la portée allait être un petit peu plus augmentée, alors que, bon, il y a des adaptations à faire. Mais sinon, après, ça reste un super produit. Vraiment super produit. C'est vrai que Mathieu, toi, tu étais à l'époque où tu avais l'Azier, tu étais un peu en semi-nomade, c'est-à-dire ton matériel installé sur ta terrasse, toi dans la maison, et tu voulais le piloter depuis ton canapé, quoi, comme on fait beaucoup. Et donc, en fait, ce qui évoque l'idée que c'est un matériel qui est fait pour le nomade, hein, en fait. Le nomade pur. Et finalement, en nomade, bon, bah, tu es éventuellement dans ta voiture qui est juste à côté du matos, ou tu es juste à côté du matos, auquel cas le Wi-Fi n'a pas besoin d'une longue portée. Alors, ce qui me concerne, quand je suis en poste fixe dans mon jardin et que je ne fais jamais de nomade, bah, du coup, je n'ai jamais acheté l'Azier. Mais par contre, c'est vrai que ça a l'air vraiment super pour le nomade. Là, indéniablement, c'est un outil tout en un, mais qui, comme tu le rappelles, oblige à utiliser le matériel SVO. Et on sait que le focuseur peut manquer de précision. Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion. Ouais. Quand tu disais, Alors, c'est parce que j'étais aussi à FD2, enfin à FD assez bas. Et donc, du coup, là, il faut que le focuseur il ait un nombre de pas relativement important pour permettre de faire une mise au point précise. Et malheureusement, voilà, ce focuseur-là, je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il manquait par rapport à mon matériel, il manquait de précision.
Moi, j'en pense pas grand-chose, malheureusement, parce que j'ai absolument rien chez ZWO, donc je me suis pas posé la question de savoir si j'allais acheter ce matériel. Même si je suis en nomade, mais pour le coup, j'essaye d'automatiser un petit peu, on va dire, pour optimiser un petit peu le temps de repos pendant les acquisitions. Mais j'aime quand même garder un contact avec avec le matériel. C'est vrai que je suis pas dans une recherche de tout automatiser absolument. Donc moi, j'utilise plutôt un boîtier Pegasus qui propose pas les mêmes fonctionnalités. D'ailleurs, c'est moins avancé. C'est plus pour la gestion du câblage uniquement. Et puis, parce que par ailleurs, j'ai un focuseur Pegasus aussi, donc ça se complète bien. Mais je vois tout à fait l'intérêt de ce matériel-là. Et effectivement, là, en dehors de l'aspect propriétaire, parce que pourquoi le limiter juste sur je pense que c'est peut-être se tirer une balle dans le pied, parce qu'il suffit qu'il y ait un matériel pas compatible pour que ça ruine un peu l'intérêt de la chose. Mais cela dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent du ZWO pour les caméras et pour le reste du matériel. Donc, vu le prix auquel c'est proposé, oui, c'est un très bon accessoire. Est-ce que ça change le game? Ça- Ça se discute, Thierry, un point de vue là-dessus? Euh, un peu le même, c'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé ce matériel. Je le connais que de réputation, on va dire. Donc je ne peux rien en dire. J'ai du ZWO, mais plutôt pour du planétaire. Et donc voilà. Plutôt des caméras genre 224 MC, des choses comme ça? Ouais, c'est ça, ou même un peu plus grand, 183, Mhm. 178. J'ai même une 1600, mais c'est pareil, la 1600, c'est plutôt pour la Lune. Donc non, je ne connais pas les ASIR, je les connais, non, que de nom. Alors, C'est vrai, ouais, c'est vrai que ceux qui l'utilisent en nomade, j'en ai vu l'utiliser en nomade, ça a l'air vraiment fantastique en termes d'ergonomie, c'est hyper rapide à prendre en main, ça te fait tout, hein, le plate solve, peut-être même le retournement méridien, Mathieu, ah ouais, tu absolument, sais, hein. l'alignement Ça te- polaire, ça fait absolument voilà. tout. Donc Ouais, clairement, c'est ouais, du gain de temps et puis peut-être enfin, ouais, ça a l'air vraiment intéressant pour le prix. et il faut aussi reconnaître la réactivité de ZWO enfin, pour le faire évoluer au niveau des mises à jour. Il y a eu PHD, notamment PHD2, le logiciel de guidage, qui a mis en place là, dans sa version de développement, le guidage à multi-étoiles. Et ZWO a directement aussi incorporé ça dans son ASIR maintenant. Donc, il faut reconnaître quand même qu'ils sont assez réactifs par rapport aux demandes qui sont faites et qu'ils évoluent relativement à chaque fois rapidement dans le bon sens, en tenant compte des remarques des gens. Donc ça, là-dessus, ils ont quand même bien, ils gèrent super bien. Alors, figurez-vous qu'on a matière à une battle. On a matière à une battle que Jean-Baptiste appelait de ses voeux, alors qui peut être un peu particulière parce que normalement, elle peut être avec moi. Parce que j'ai démarré l'astrophoto avec un APN et quand j'ai voulu passer, avant de passer à la caméra, j'ai voulu passer au PC. Et puis très rapidement, j'ai pris la caméra. Donc, je me suis colté le PC en nomade avec la roue à filtre, la caméra, les câbles. Et ça a été un bordel invraisemblable de savoir si les USB fonctionnaient, si mon hub USB était bon, que l'appareil soit bien reconnu, que j'ai bien les bons drivers sur le PC, qu'ensuite SGP veuille bien conserver mes différents paramètres, ce qui n'avait pas été le cas un soir pendant un play de solve. Et en réalité, avec un copain, on a cherché partout, sauf la focale que SGP, pour une raison qu'on n'arrive pas à s'expliquer, avait paumé. Quand je suis passé sur l'ASIR, tout est devenu clair, simple et lumineux. Mais d'un coup, ça a été un miracle. Je suis passé de je galère et je ne sais pas à chaque fois si j'ai possibilité ou pas de shooter à systématiquement je shoot et j'ai un résultat qui, à minimum, convient, dépendant après de la qualité du ciel et tout ça. Honnêtement, quand on regarde aujourd'hui les groupes, si je prends un peu Facebook et d'ailleurs les revendeurs comme référents, le matériel ZWO est très régulièrement en rupture, leurs caméras partent comme des petits pains, les ASIR partent comme des petits pains,
Et d'une manière générale, le fait d'avoir un système, alors un peu à la Apple, c'est-à-dire un écosystème complet qui est interconnecté, qui se reconnaît immédiatement, il n'y a pas de driver installé. En termes de câbles, il n'y a pratiquement rien qui traîne, ce qui pour le cable management est aussi un atout. On a des gens qui ont eu la logique de se dire, on ne va rendre ça compatible qu'avec nos caméras, parce que le but du jeu, c'est pas de vendre un ASIR, le but du jeu, c'est de vendre des caméras et des accessoires. Donc, par rapport à toi, Jean-Baptiste, qui dit oui, mais quel est l'intérêt et tout, moi, j'ai une série d'arguments en face. Est-ce que tu te sens de tenter une battle qui va être très simple, c'est-à-dire qu'on va chacun développer tous nos arguments pendant 45 secondes, et après, on laisse nos 3 camarades discourir de nos différents arguments. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Oui, en sachant que moi, comme je disais, je l'utilise pas, hein, donc j'ai une vision plus extérieure. Alors, est-ce que c'est Mais justement, on va battle, confronter... mais allez, pourquoi pas? Tiens, soyons fous. Non, mais j'ai pas une position extrêmement. Si tu me dis que tu l'utilises et que ça fonctionne, mais je demande qu'à te croire, quoi. Je suis. Attends, bouge pas. Mais allons-y. Hein. Je cale les 45 secondes. Il y aura un timer à l'écran avec une musique extrêmement dramatique. Ça va être terrible. Comme on aimerait être à ta place, Jean-Baptiste. Ah ouais, surtout quoi. En plus, c'est vraiment la battle sur le sujet, mais vraiment. C'est clair. J'ai vu en photo, mais je n'ai jamais touché un. Jamais touché du Z2 tout court. Très bien. Alors, on va laisser 5 secondes de silence. Un battle, t'es quand même pas très sportif, hein, parce que tu choisis l'adversaire qui connaît pas le truc, qui l'utilise pas. C'est pas les JO ici. Non, mais c'est l'argument qui est intéressant, parce que c'est lisible dans les deux sens, justement. Ouais. Et puis, les gars, vous aurez tout le loisir après de débattre de nos arguments. Jean-Baptiste et moi-même allons nous lancer dans une battle qui va pouvoir commencer maintenant. C'est la rubrique spéciale opposition. Jean-Baptiste, tu as donc 45 secondes pour nous présenter tes arguments par rapport aux caméras ZW. Parce qu'en plus, je commence, quoi. Oui. Ok, d'accord. Oui, parce que je vous ai déjà un peu donné... Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti, tu as 45 secondes. Fight. Je vais essayer de défendre mon point de vue sur le principal, la chose principale qui vraiment me perturbe, c'est l'écosystème fermé. Alors moi, chez moi, je fais pas partie des gens qui n'ont rien de Apple à la maison, parce que l'intérêt d'avoir un matériel Apple, c'est quand on a 2, 3, 4, voire tous les matériels Apple, et que tout fonctionne bien en symbiose, et que tu trouves un écosystème, et c'est un intérêt d'avoir un écosystème là-dessus. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai pas ça. J'évite les solutions vraiment propriétaires et fermées, parce que je trouve que certes, comme tu disais, c'est très évolutif, ils sont très réactifs. Le jour où ils le seront moins, le jour où il y aura des choses à corriger et que tu n'auras pas moyen de sortir de ce truc-là, sauf à changer de caméra ou de matos. Bon, voilà. Écoute, on t'a accordé 10 secondes de plus, tu vois, tu parlais de fair play quand même, que je ne vais pas m'accorder. Fight. Déjà, mes arguments étaient dans le libellé de la question, c'est-à-dire qu'un système fermé qui n'est ouvert qu'aux APN, la stratégie de ZWO paraît relativement claire. C'est-à-dire, vous avez un appareil photo, on vous autorise à utiliser notre ASIR et donc à gérer complètement votre setup à partir de notre système. Mais le jour où vous voulez passer à une caméra, ce qui est quand même assez souvent le cas quand on a un APN, là, vous allez naturellement être tenté de passer sur nos accessoires et notre caméra. Et quand on regarde aujourd'hui l'utilisation d'un ASIR, on a quand même beaucoup de fonctions qui sont assez proches de SGP, alors pas totalement. SGP peut gérer un observatoire, ce que l'ASIR ne peut pas faire et ne sait pas faire, et à mon avis n'a pas vocation à faire. Et d'une manière générale, je pense que l'idée de vendre leur caméra derrière est une bonne idée. C'est ça clairement, ça a donné accès à des notions comme le plexol ou le retournement méridien que des gens n'osaient pas ou ne savaient pas ou pensaient que c'était vraiment très compliqué à faire avec Nina ou SGP ou autre, parce qu'il y a des paramètres quand même à apprendre à régler. Tandis que l'ASIR, apparemment, c'est hyper ergonomique, intuitif et ça se fait tout seul. Donc, ça a donné accès à ces fonctions, ça les a fait découvrir pour des gens qui ensuite, peut-être plus tard en poste fixe ou autre, pourront les reproduire, mais avec cette fois un logiciel de pilotage standard, j'ai envie de dire. Alors Thierry et Mathieu, les deux Mathieu et Thierry, par rapport aux arguments que les deux combattants ont développés. J'y vais. Moi, il y a juste une chose, c'est que tu appuies davantage ton argumentation par rapport aux caméras.
Alors qu'en fait, là, il ne faut pas oublier que quand tu veux automatiser, même en nomade, un setup, tu as la caméra, le focuseur, éventuellement la roue à filtre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'électronique qui va dépendre de l'ASIR? Mais ça fait beaucoup de choses, en fait, de la même marque qu'on n'a pas forcément, qu'on ne veut pas forcément, on va dire, acheter en package. Parfois, on a un focuseur dont on est très content et je ne vois pas pourquoi on le changerait, entre guillemets, ou inversement avec d'autres choses. Et c'est vrai que ça va être ça, du coup, la limite. Là, ils ont donné déjà accès à différents APN. Moi, je trouve ça très bien. S'ils arrivent à étendre ça à d'autres matos, effectivement, là, pour moi, là, ça révolutionnerait. Parce que là, tu vas avoir tout en un. Imagine, alors, je dis peut-être pas au niveau des caméras, mais au niveau d'autres, je te dis, d'autres roues à filtre ou d'autres choses comme ça, s'ils arrivent à intégrer pourquoi pas les firmware natifs, là, oui, ça révolutionnera. Pour l'instant, c'est top. Le matériel ZWO, moi, j'adhère complètement. J'en ai, hein, je fonctionne avec ça quasi depuis le début, au niveau des caméras notamment. Maintenant, voilà, j'ai regretté que ce soit limité et c'est la raison de ma revente de l'Asier. Hein. Voilà. D'accord, donc c'est alors là pour le coup un argument totalement en faveur de Jean-Baptiste. C'est avec Mathieu qu'il fallait faire la battle. Hein. Bah non, parce que voilà. tu as déjà une partie du public avec toi. Thierry, ton opinion sur nos argumentations. Vos arguments se tiennent à tous les deux. Après, l'ouverture de système à toutes sortes de matériel, moi, j'y crois moyennement si je compare ça aux fabricants d'appareils photo avec les objectifs qui vont avec. Bon, on reste quand même dans les mêmes gammes. Canon fait les objectifs pour ses boîtiers Canon, Nikon pour ses boîtiers Nikon. Alors, il y a quelques marques tierces comme Sigma, Tamron, mais Canon n'a pas fait une bague pour adapter les Nikon sur ses boîtiers ou inversement. Donc, je pense que c'est assez compréhensible que ZWO reste quand même autour de son système. J'ai pas voulu faire de publicité, mais donc je vais en parler. Il y a le Primalus Lab, l'Eagle, qui justement lui est sorti, spécifique Astro, où tu viens installer tout ce que tu veux dessus. C'est beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Beaucoup plus pas cher. Le même prix, ouais. Beaucoup plus cher, je suis d'accord. Mais beaucoup plus complet aussi, du coup, et beaucoup plus libre, vu que tu peux tout mettre dessus. Donc, c'est vrai que si tu as du ZWO, effectivement, l'ASIR, ça va être le compromis idéal. Mais si tu ne l'as pas, l'autre, il va être beaucoup plus polyvalent et tu vas pouvoir changer de setup tout en intégrant tout ce que tu veux dedans. Carrément. Mais alors, du coup, est-ce que on ne peut pas considérer ou se demander si la cible de ZWO, c'est pas plutôt justement ceux qui démarrent, plutôt que ceux qui déjà ont une pratique éprouvée avec du matériel Commandant Shepard l'a dit, hein, d'un point de vue tarif, c'est les mieux placés. Hein. Je trouve. Hein. Oui, et puis cette ergonomie et cette facilité d'utilisation assez intuitive, apparemment. Moi, je n'ai pas eu de dire. Et Thierry et Jean-Baptiste, justement, vous utilisez quoi comme type de caméra et comme type de matériel? Demande pas à Thierry, on est plutôt qu'à Thierry. J'aurais d'ailleurs une question d'un spectateur spécifique pour Thierry. C'est sûr que l'émission dure toujours 45 minutes au global pour le. Compte la dernière a fait 55, donc on sera à peu près dans ces eaux-là. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des caméras essentiellement pour du planétaire, 178, 183, 1600 ou un peu plus petit. Voilà, c'est dans ces gammes-là. J'ai aussi une 6200 que j'ai pas encore vraiment utilisée par manque de temps, de beau temps, de temps tout court. Voilà, je vais même faire un peu de lunaire avec. J'ai des filtres, il va falloir s'y mettre. Jean-Baptiste? Moi, j'utilise pour mes deux caméras, c'est des Atik. Une Atik One, donc avec un capteur, un Sony ICX 694, donc c'est un petit capteur qui est assez sensible, c'est assez sympa. C'est avec ça que j'ai commencé. Et puis pour les champs un peu plus larges, une Atik 16200. 16200, donc ces capteurs, c'est des dinosaures hein, déjà par rapport aux nouveaux capteurs, mais bon, ça fait le taf au niveau champ et c'est le plus important pour moi.
Cela dit, même si dans la battle, j'ai bien compris quelle était ma position, je suis relativement admiratif quand même de ce qu'arrive à faire ZWO en termes on va dire, de cohérence de l'écosystème. Parce que moi, pour petit retour d'expérience comparatif, chez Attic, si je mets ma caméra principale, la roue à filtre Attic et la caméra de guidage, les trois ensemble, ça plante. Alors, Ah c'est oui, le même fabricant. Donc, en fait, quand je disais que je n'avais pas de caméra ZWO, j'ai un peu menti parce qu'en fait, comme ça plantait systématiquement et que je n'arrivais pas à régler le truc, j'ai fini par racheter une caméra de guidage chez ZWO. J'ai pris une 120, le plus petit truc qui existe, mais ça fait ça fait largement le taf. Et j'ai plus aucun problème de compatibilité driver. comme quoi là tu vois que la mauvaise foi est autorisée pendant les battles. Oui, Les la mauvaise foi, les attaques oppositions. personnelles, tout est possible. On Quand y on a plus pensera pour la d'arguments sur le prochaine. fond, les attaques personnelles, ça marche bien aussi. Merci beaucoup. On va pouvoir passer sans rancune, Jean-Baptiste, pour les différents arguments. Plus de rancune, de toute façon, c'est évident que j'ai gagné la confrontation. Donc voilà, pour la prochaine fois, parfait. Eh ben, écoute, on demandera aussi à ceux qui regardent l'émission demande pas. de venir juger en commentaire. Si, mais je suis prêt à assumer une défaite sans problème. C'est bon pour la mise en station. On va passer à l'alignement polaire. Question d'alignement polaire aujourd'hui. Un setup d'astrophoto pour moins de 1 500 €. Est-ce que cela vous paraît possible? Alors, moi, ce que je penserais comme ça, c'est par exemple au niveau monture, penser à une monture de type Q5 ou HEQ5, alors quelle que soit la marque, mais une monture de cette gamme de prix-là. On va dire que ça occupera peut-être déjà la moitié du budget, mais comme la monture, c'est quelque chose d'assez important, on a tous en tête que c'est quelque chose à prioriser quand on débute, la monture. Je dirais que c'est un minimum pour la monture. Après, les gars, si vous avez une idée d'optique ou de caméra ou APN. Sur une HEQ5, on peut monter jusqu'à quoi en termes de poids 10 kilos. 10 kilos. Donc, ça veut dire quoi? 5 à 7,5 pour l'astrophoto? Ça veut dire un Newton 150-750 avec un APN, une lunette guide. Et éventuellement, on peut pousser jusqu'aux 200 000 si on fait l'autoguidage au chercheur. Moi, j'ai vu ça fonctionner. Mais c'est déjà un peu limite, quoi. Plutôt un 150-750 ou une lunette, bien sûr, une lunette de 5 kg ou 4 kg ou même 3 kg, voilà. En termes d'optique, un APN, on a quasiment sa touche chez nous. Enfin, un réflexe, il faudrait. On en a quand même maintenant qu'on peut avoir pour le diurne, qui peut servir aussi un petit peu pour l'astrophoto. Alors, il y a toujours le défiltrage à faire éventuel, qui peut coûter aussi un peu d'argent. Mais sinon, déjà, rien qu'avec un APN, on peut se débrouiller derrière aussi et l'intégrer dans le setup. Et il sera en plus polyvalent nocturne, diurne. Est-ce qu'on parle 1 500 € en valeur neuve ou on peut faire d'occasion? On peut. La question, c'est déjà, est-ce qu'en neuf, on peut, et est-ce qu'il vaut mieux pas passer par de l'occasion Parce aussi, que l'APN neuf plus le défiltrage, ça te bouffe déjà monstrueusement le budget, quoi. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était la suite. C'est qu'effectivement, moi, j'allais dire un setup à 1 500 € via du matériel d'occasion sur AstroSurf, WebAstro ou ce genre de site. On arrive à trouver maintenant des super occasions. Donc, ça reste possible, mais c'est toujours pareil, tout dépend aussi du matériel qu'on veut. Pour débuter, oui, on sait ce qu'on aura, c'est-à-dire que ce sera du matériel bas ou moyenne gamme, si on s'en tire bien en occasion, et puis on arrivera quand même à sortir derrière en fonction de l'optimisation qu'on veut en faire. Optimiser son setup, c'est ce qu'il va y avoir de plus important derrière, et se faire plaisir avec. Je pense que à 1 500 €, effectivement, tout dépend de la catégorie d'astronome à qui on s'adresse. Est-ce que c'est pour faire du ciel profond? Est-ce que c'est pour faire du planétaire? C'est pour faire du planétaire, éventuellement, ça revient un petit peu moins cher. On prend un petit Mac 127 et puis une petite caméra derrière planétaire. Les caméras planétaires, alors après, il y a tous les prix, mais on peut commencer avec des caméras qui sont performantes et qui sont pas trop chères. Il n'y a pas besoin d'un super guidage. Alors, c'est mieux d'avoir une monture équatoriale pour si on fait des films ou des séries de poses pour éviter d'avoir une rotation de champ qui est toujours compliquée à gérer, même si pour des mosaïques de la Lune, ce genre de choses. En planétaire, je pense qu'on peut commencer en faisant des jolies choses pour 1 500 €, même quasiment avec du matériel neuf. Alors, mais après, si on pose la question de savoir est-ce que c'est possible d'en faire pour 1 500 €, je
j'aurais tendance à dire qu'on part du principe que le budget est limité à la base. Donc, c'est pas la peine de se restreindre que sur du matériel neuf uniquement. Et évidemment, en occasion, on paiera moitié prix ou 2/3 du prix, quasiment l'ensemble. Donc, ça permet d'avoir l'équivalent d'un matériel neuf, qu'on paierait neuf aux alentours de 2000, 2500 euros, voire plus. Donc, oui, pour moi, c'est tout à fait possible de commencer. En ciel profond, je rejoins ce qui a été dit. Moi personnellement, j'ai commencé, quand j'ai voulu reprendre l'astrophotographie, j'ai commencé avec. Alors, j'avoue que je savais que mon optique allait évoluer, donc j'étais parti sur une monture où je savais que derrière, je n'avais pas besoin à la changer. Donc, j'étais parti sur une AZ Q6 qui bouffe déjà le budget. Mais on va dire une HEQ5 d'occasion, une petite lunette après, tout dépend de ce que la personne a envie de photographier, mais une petite lunette de 66, 70, 80 mm, simple à utiliser. Bon, je pars du principe que 1500 euros de budget, c'est pour commencer l'astrophoto et qu'il y a beaucoup de choses à acquérir. Donc moi, je dirais une petite lunette et puis derrière un APN. Si en plus on peut le faire défiltrer, mais on trouve des APN défiltrés d'occasion aussi et pour des prix intéressants, même sur des vieux modèles, on arrive à faire des choses très belles avec des vieux 1100D. Alors c'est pas c'est plus à la page aujourd'hui, mais la personne qui veut se lancer et de toute façon qui aura du plaisir sur ses premières photos, parce que les premières photos, même quand on les sort, même si elles sont toutes pourries, on est tellement content d'avoir réussi à faire quelque chose et on les trouve tellement belles. Et puis, il faut se laisser une marge de progression. Donc voilà, donc commencer avec un matériel modeste et pas cher d'occasion. Bon, l'essentiel, c'est de commencer. Et je pense qu'on peut très bien commencer en planétaire ou en ciel profond avec un budget de 1500 euros. Clairement, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Largement assez pour avoir des belles photos déjà. Vous avez dit, Jean-Baptiste et les autres, vous avez dit beaucoup de choses sensées. Tout à fait d'accord pour le planétaire. Alors, en planétaire, en ciel profond, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, si je peux dire. Donc, en planétaire, on est plutôt, il faut un minimum de diamètre. En dessous de 100 mm, c'est un peu compliqué. Donc, plutôt au-dessus de 100 mm, alors qu'au ciel profond, pas forcément. Et puis, on a besoin de pas mal de focales. Au contraire du ciel profond, ou trop de focales, on sait ce que ça coûte, c'est-à-dire perte de champ, ça s'empâte, le suivi est plus compliqué. Donc là, il faut plutôt aller vers la courte focale. Et justement, Mathieu parlait tout à l'heure à juste titre des APN, effectivement, que beaucoup ont, qu'on peut trouver d'occasion pour des appareils pas tout à fait récents, comme tu disais, Jean-Baptiste. Je pense aussi aux objectifs photo qu'on peut avoir aussi, notamment un téléobjectif qui, s'il est de qualité optique correcte, peut faire pas mal de choses aussi en ciel profond, avec un APN à capteur type APS-C, ou peut-être même une caméra type ZWO, QHY ou autre, installée au foyer de l'objectif. Je pense qu'avec la diminution de taille des pixels, on peut travailler, et je pense qu'on peut faire des très belles choses avec des focales pas trop longues, qui correspondent soit à des petites lunettes, comme vous l'avez dit, soit carrément à un objectif photo, voilà, téléobjectif, même du 135, du 200. Alors, tout ça, c'est des setups légers qu'on peut mettre aussi sur des petites montures comme celles qui ont été citées, ou même des montures un peu plus petites, Star Adventurer ou des choses comme ça, qui peuvent représenter aussi un budget pas trop élevé. Alors, c'est sûr que si on veut encore diminuer le budget, il faut essayer de se passer d'autoguidage. Donc faire des pauses suffisantes, avoir une monture qui suive quand même pas trop mal sur 10-20 secondes, peut-être 30 secondes, si tout va bien. Et la chance qu'on a aussi avec des APN récents et des caméras récentes, c'est qu'ils ont des bruits de lecture très faibles. Donc on peut réduire les pauses individuelles d'autant plus. Moi, je vois avec le 7S, une ouverture de 2 ou 3, déjà 30 secondes, quand on voit le fond de ciel qui monte, on se dit, bon, les pauses. Alors, je dis bien pause individuelle, évidemment, pas pause cumulée, mais au-delà de 30 secondes, ce n'est pas forcément intéressant d'augmenter la durée de pause individuelle. Évidemment, il faut augmenter la quantité de pause, puisque c'est toujours le temps de pause total qui fait le résultat en grande partie. Moi, j'ai d'excellents souvenirs avec une petite lunette, comme l'évoquait Jean-Baptiste, qui est une 73 ED William Optics, et sur laquelle j'avais collé un A7S que j'avais trouvé d'occasion, pas défiltré au démarrage. Et c'est vrai que même sur une monture qui n'était pas terrible du tout, en cumulant des pauses de 15 à 20 secondes, sans autoguidage, j'obtenais des résultats qui, en tout cas pour moi, démarrant, étaient plus que satisfaisants, ça c'est clair.
Je pense qu'avec c'est peut-être une petite précision, et je ne sais pas si les autres et si Thierry, qui fait pas mal de planétaires, sera d'accord. Moi, j'ai le sentiment qu'avec un matériel, on va dire, de débutant, on peut tenir plusieurs années, en fait, en ciel profond. Parce qu'il y a tellement d'objets à photographier, il y a tellement on voit toujours un peu les mêmes images, c'est vrai, mais on voit aussi beaucoup de gens qui se lancent des défis, de faire des mosaïques des mosaïques du cygne, des mosaïques de la Voie lactée, des choses qui peuvent demander vraiment un temps assez long et qui sont tout à fait réalisables avec du matériel abordable. Et je pense qu'avec un matériel d'entrée de gamme, je pense qu'on peut tenir plus longtemps en ciel profond qu'en planétaire. L'impression que j'ai, moi, c'est qu'en planétaire, on se retrouve vite frustré par le manque de diamètre et qu'une fois qu'on a réussi à obtenir un petit peu le plus fin de ce qu'on peut en termes d'image, eh ben, on sait que la seule manière de progresser derrière, c'est d'augmenter le diamètre, quoi. Alors Oui, qu'en ciel profond, on peut augmenter le temps de zoom un peu plus. Ouais, en planétaire, c'est le risque, c'est la course au diamètre qui s'arrête soit pour des raisons budgétaires, soit pour des raisons musculaires, mais du coup, ou les deux. Mais effectivement, alors en planétaire, l'intérêt qu'il y a quand même, c'est que les choses bougent, les choses évoluent. On peut suivre voilà, ce qui se passe sur la tache rouge sur Jupiter, le mouvement des satellites. Les tempêtes sur Saturne, ce qui se passe sur Mars aussi, qui revient tous les 2 ans avec voilà, la phase change tout le temps, le diamètre aussi. Sur la Lune, avant de se lasser, avant d'avoir fait toutes les phases, jour par jour, avec les différents cratères au Terminateur, il y a aussi de quoi faire pas mal. Donc, mais c'est vrai que c'est une autre philosophie quelque part et c'est un peu différent. On n'a pas non plus parlé du solaire, hein, qui est aussi encore un autre domaine à part entière, où là, pour faire du solaire à 1500 euros, là, pas besoin d'autoguidage. De l'astro-solar, un filtre, ça coûte 20 euros, 25 euros la feuille A4. Donc, c'est assez facile, hein. Alors, c'est sûr que après, si on veut attaquer le H-alpha, c'est un petit peu plus compliqué, à moins d'aller vers des PST qui sont en dessous des 1500, mais voilà. Après, il n'y a pas l'imageur derrière. Et puis, si on veut améliorer la parité en astronomie, je me demande si le solaire n'est pas aussi un argument intéressant. C'est de jour, il fait chaud, voilà, ça a des côtés plus agréables quand même. On peut bronzer un peu, voilà, ou cramer selon les gens, ça dépend, mais après, voilà, on essaie de se protéger. Donc, la casquette fait partie du setup quand on fait du soleil. En tout cas, je pense qu'on sera quand même d'accord pour dire que même si c'est d'occasion, l'investissement premier à avoir en tête, c'est la monture, la qualité de la monture, parce que, et même si on veut évoluer plus tard, c'est ce qui, a priori, constitue la pierre angulaire de tout setup. Est-ce qu'on a un consensus là-dessus? Oui, Est-ce qu'on a encore une battle? Je vois Jean-Baptiste qui hoche la tête. Je ne remonterai pas sur le ring. Je suis partagé. Je peux faire une battle aussi. Ouais, pardon. Moi, j'allais faire une battle avec moi-même, mais vas-y. Non, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le capteur. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça n'a pas de sens de mettre le plus d'argent dans le capteur. Après, entre la monture et l'optique, je suis partagé. Moi, je suis toujours quand même d'avis d'essayer de prendre, quitte à mettre un petit peu plus, mais à prendre une optique qui tient la route. On ne se retrouve pas avec la moitié du champ qui est inexploitable au final, avec ou de la coma, de trop de chromatisme. Je trouve que commencer avec une optique qui est assez piquée, ça a aussi des avantages. Autant les appareils photo peuvent devenir obsolètes assez vite, perdre de la valeur assez vite, parce que, comme on disait tout à l'heure, un appareil, il y a quelques années, il était excellent à l'époque et il l'est toujours. Il a un petit peu dépassé par les appareils récents, mais ils peuvent toujours fournir des résultats extraordinaires. Alors qu'une bonne optique, ça se dévalue pas. Ça se dévalue pas, hein. Moi, j'ai des optiques, j'ai ma FSQ que j'ai depuis, je sais même plus, 12 ans, même plus que ça. J'ai aucune raison d'en changer. Si je la revends, je pense que je la revendrai au moins le prix où je l'ai acheté, si ce n'est plus. Tu la signes. Et voilà, quoi. Donc, il y a pas de… Les optiques, si on a une bonne optique, c'est une bonne chose et si elle est bonne, on la revendra d'occasion si on le souhaite sans grand souci.
Bon. Après, ce qui est vrai, c'est que là, si on se pose la question d'un prix global pour un ensemble, c'est clair aussi que mettre une bonne optique sur une monture qui n'arrive pas à suivre plus de 10 secondes, ça n'a pas de sens non plus parce qu'on n'exploitera pas les possibilités optiques de la monture. Donc, pour un setup de départ, oui, je vais quand même être d'accord sur le fait que la monture, effectivement, n'est pas négligée. Mais effectivement, comme dit Thierry, une bonne optique ne se décode pas. C'est pas perdu, évidemment. C'est clair. Bien, on va souhaiter bonne chance à tous ceux qui veulent se lancer ou qui veulent essayer de monter un setup, mais globalement, entre l'occasion et les conseils que vous avez donnés, je pense qu'il y a largement moyen de s'en sortir. Ce sera tout pour l'alignement polaire. On va passer au Pletsolve. Et donc, le commandant Shepard aujourd'hui va nous présenter un objet qui est SH2 115 dans le cygne. Oui, alors cet objet SH215, c'est une nébuleuse en émission qui n'est pas très loin de Deneb, hein, de la nébuleuse de NGC 7000, etc. Elle est moins connue. Elle est plus diffuse aussi. C'est un objet qu'on peut faire en SHO, hein, parce que les trois gaz sont bien présents. Ça va demander des temps de pause assez conséquents. Alors, c'est une nébuleuse qui est vraiment intéressante, notamment aussi parce elle a dans son champ, dans son environnement, une petite nébuleuse planétaire qui s'appelle Abell 71 et qui, d'ailleurs, n'est pas si petite que ça, puisque même avec des focales courtes, on peut réussir à la voir. Avec la nébuleuse SH215 qui, elle, est très étendue. Et en son sein, dans les draperies d'hydrogène, on a une petite bulle qui est intéressante à avoir. La nébuleuse en elle-même est diffuse, hein, donc ça veut dire des temps de pause assez conséquents. Elle n'a pas de détails très marqués. Donc, si un conseil que je pourrais donner au traitement, c'est de ne pas forcément essayer de faire ressortir des détails très incisifs, comme on peut voir dans certaines nébuleuses qui ont des piliers ou des colonnes, ce genre de choses. Là, ici, on va être sur des détails qui sont moins tranchés, qui ressortent moins de l'environnement de gaz. C'est ce que j'ai constaté au traitement de cette image. En tout cas, voilà, elle a l'avantage d'être originale, on ne la voit pas souvent, et puis de regrouper deux objets de nature différente dans un champ assez restreint. Et puis, donc, c'est une région riche en étoiles, hein, puisqu'on est en pleine Voie lactée. Alors, il y en a toutes les couleurs, et c'est vraiment sympa. Et en termes de focale, c'est vrai que je pense qu'on peut la faire aussi à de nombreuses focales. Ça va partir de la petite focale ou même de l'objectif photo pour aller après, si on veut aller chercher peut-être plus la nébuleuse planétaire, une grande focale possible. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa pour cette nébuleuse. À la PN, je ne sais pas si elle ressortirait très bien en RVB, pardon. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la faire entièrement en RVB. Le conseil qu'on donne, c'est quand même de la faire soit en HO, soit en SHO, du fait qu'elle a une grosse dominante d'hydrogène. Donc l'hydrogène, si on veut la faire en RVB, servira quand même pas mal de luminance pour cette nébuleuse. Voilà. Oui, ouais. En H alpha RVB, c'est très joli aussi. C'est très joli aussi. Et on pourra rappeler, excuse-moi, je me permets, rappeler à nos chers téléspectateurs que les objets du catalogue Sharpless sont de manière générale absolument fantastiques. Alors certains plus spectaculaires que d'autres, plus ou moins diffus, mais que ça regorge de merveilles, hein, le catalogue donc Sharpless. SH2, ceci, SH2, cela. Voilà. C'est vrai qu'elles sont souvent impressionnantes. Merci beaucoup, commandant Shepard. On va pouvoir passer maintenant à l'analyse des images de nos spectateurs avec le traitement. Eh bien, moi je dirais que c'est une belle photo réalisée avec un APN. Un joli signal, les belles étoiles, elles sont relativement bien contenues, je trouve. Des belles couleurs aussi au final. Juste peut-être évidemment une chose qui saute aux yeux, c'est le cadrage. Je pense que ça aurait peut-être été préférable de la cadrer dans l'autre sens, puisque alors, on aurait bénéficié d'un peu plus des nébulosités sur les bords de la lagune. Et en dehors de ça, c'est une très belle photo, je trouve. Alors moi, je sais qu'au niveau du cadrage, je te rejoins, notamment par rapport à la bande noire qu'on peut retrouver sur la gauche. Donc, si c'est sa photo finale JPEG, c'est vrai que ce serait plutôt bien de cropper la petite bande à gauche, histoire de n'avoir donc que la nébuleuse dans le champ. Et sur l'acquisition, il faut cocher dans l'Asier Pro le petit dithering qu'il y a
afin d'éviter les petites trames qu'on peut voir, notamment dans le côté obscur au niveau de la nébuleuse. Donc, on voit qu'il y a des petites trames un petit peu obliques qu'on retrouve sur son image. Donc voilà, c'est plus après en termes d'acquisition qu'il faudrait donner, je pense, des améliorations. Et son traitement derrière, il s'en sortira aussi, enfin, largement mieux. Ouais, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. L'image est belle dans son ensemble quand on la regarde comme ça. Après, quand on zoome un petit peu dedans, on se rend compte que, alors, il faudrait peut-être essayer de soigner, si possible, les acquisitions pour pas avoir cette dérive, hein, puisqu'on a les étoiles qui sont étirées toutes dans le même sens. C'est l'impression que j'ai en regardant l'image. Ouais. Alors, peut-être sur certains coins encore plus étirées, mais de manière globale, toutes dans la même direction, ce qui semble indiquer une dérive ou un problème, alors soit de mise en station, d'autoguidage ou autre, et puis peut-être la mise au point à peaufiner, puisque les aigrettes du Newton sont légèrement dédoublées. Sont légèrement dédoublées. Alors voilà, peut-être essayer pour progresser, hein, bien sûr, c'est un conseil pour progresser, de soigner encore plus la mise au point et le suivi. Ouais, bah, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le cadrage, effectivement, dans l'autre sens, ça serait bien. Il y a peut-être une raison qui a fait, il a peut-être fait plusieurs objets d'affilée en gardant le même cadrage d'un objet à l'autre, mais c'est sûr qu'un cadrage dans l'autre sens aurait été plus judicieux. Ok, aussi, j'avais repéré aussi la petite trame de fond en oblique, et j'ai l'impression, en regardant l'image, que la légère ovalisation des étoiles est dans le même sens que cette trame oblique. Donc, je ne sais pas si vous confirmez. Oui. Donc, je me dis qu'en fait, et je me demande s'il y a eu de l'autoguidage ou si l'idée n'était pas simplement de faire des pauses suffisamment courtes, des pauses individuelles suffisamment courtes pour contenir la dérive, mais que cette dérive s'est accumulée au fil des pauses successives pour donner cette trame oblique. En tout cas, s'il y a de l'autoguidage, clairement, il faut passer au dithering pour éviter la trame. Ça, c'est clair. Ouais. On va passer à Nicolas Vouillon avec la carène. Donc NGC 3372. Bah, c'est bien parce qu'on ne la voit pas d'ici. Enfin, d'ici, oui. On ne la voit pas de l'hémisphère nord. Ouais. On ne la voit pas, très 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 mal. Voilà, moi je trouve que le suivi est bon, le piqué aussi. Je trouve que le contraste des structures est bien amené. On voit bien les nuages sombres à l'intérieur de la nébuleuse. C'est vrai que c'est une belle image. Après, elle est plutôt de couleur rose. Ouais. Bon, à voir, c'est peut-être sûrement un parti pris, hein, c'est joli, mais c'est peut-être pas la couleur que j'aurais choisie. Non, moi, la seule petite chose à la limite, c'est peut-être retravailler au niveau de la couleur de ces étoiles, dont certaines ont tendance en fait à être de la même couleur que la nébuleuse. Ce qui fait qu'il a dû monter des courbes sans forcément mettre de masque au niveau de la nébuleuse et au niveau des étoiles, pardon, ce qui fait elles se sont colorées de la même manière que la nébuleuse. Donc on retrouve des étoiles en fait roses quand on vient zoomer un petit peu dessus. Alors il y a quelques étoiles qui sont de la bonne couleur, on va dire, mais il y en a certaines donc qui ont pris la couleur de la nébuleuse. Voilà. Donc c'est peut-être le seul bémol que je donnerais là-dessus. Ouais, effectivement. Très belle image par contre. Voilà, je rajouterais juste au niveau fond de ciel, il me paraît voilà, de la bonne noirceur, on va dire, enfin pas trop noir non plus, et sans bruit notable, ou sans, voilà, je vois pas de trame ou de bruit. Donc, le fond de ciel, moi, il me plaît bien aussi. Ouais. Ah ouais, la gestion du bruit et puis l'image dans son ensemble est vraiment superbe. Hein. Ah oui, oui. Couleur d'étoile, finesse. C'est vrai que quand on commence à parler de couleur d'étoile, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur le reste. Hein. Ouais. Non, attention, c'est une très belle image. Hein. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour être pointilleux et donner des axes à améliorer. Mais sinon, elle est magnifique. Hein. Je suis d'accord avec le rose. Hein. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord tous. Ouais. Hein, j'ai l'impression. Oui. Il y a un petit problème ça il l'a vu aussi, hein, dans la description de la photo, c'est mentionné, il y a un petit problème de reflet, effectivement, dans le coin. Alors, c'est plus sur le haut à droite de la nébuleuse, on voit qu'il y a eu un petit souci de reflet. Il y a une zone qui est très grisée dans la nébuleuse et à côté, un pic vraiment de violet. Ah oui. Effectivement, c'est quelque chose qui se corrige
enfin, qui peut se corriger en tout cas assez facilement au traitement avec un petit coup de tampon. Alors moi, personnellement, je suis pas fan de tout ce qui peut artificiellement altérer le signal. C'est pour corriger des défauts manifestes, type reflet ou autre. Je trouve que c'est assez légitime et c'est vraiment très simple à faire. Donc, il n'y a pas de scrupule pour moi à avoir, voilà, à apporter ce genre de petites corrections cosmétiques parce que c'est vrai que l'image est très très belle, comme ça a été souligné. Et c'est dommage de laisser ce petit reflet non corrigé à cet endroit-là. Ok, donc très bien. On va passer à l'image suivante, qui est proposée par Benjamin Legrand. Une mosaïque de 2 panneaux sur les dentelles du cygne. Cadrage serré, mais ça rentre pile poil. Et voilà, on sait que c'est une mosaïque, donc on sait que voilà, il y avait pas trop de marge. Donc moi, je trouve que le cadrage, ben, il est bon avec le champ qu'il y avait. Alors, on peut toujours dire une mosaïque de 3 ou 4 panneaux, bon, aurait pu un peu plus respirer, mais bon, pour moi, ça rentre. Les étoiles, je les trouve bien piquées. Voilà. Après, le fond de ciel, enfin, je ne sais pas quel traitement a été utilisé, mais je ne suis pas du tout convaincu par le traitement. Enfin, je pense que c'est ça. Un fond de ciel qui me paraît un peu trop noir, des nébulosités qui se diluent bizarrement dans le fond de ciel et des parties de nébuleuses qui sont limite cramées blanches ou même carrément cramées blanches. Donc pour des étoiles, bon, ça effectivement c'est compliqué, mais pour des parties de la nébuleuse, il y a moyen, surtout que les dentelles, ce n'est pas un objet qui a de très grandes variations de luminosité. C'est pas voilà, c'est pas un objet même comme un globulaire qui est plus compliqué à harmoniser. Donc là, moi, je dirais la prise de vue, je la trouve bien, cadrage, piqué des étoiles. Je pense, enfin moi, voilà, le traitement, voilà, je suis pas convaincu du tout. Je pense oui, on est unanime, on te rejoint largement là-dessus. Ça fait un petit peu pixelisé, c'est assez spécial, je trouve. Ouais. Je ne sais pas enfin, par quelle méthode il est passé, ne serait-ce que pour sa montée d'histogramme. Ouais. Parce que c'est à vouloir montrer un maximum de signal, on en perd parfois du coup certains détails qui sont complètement cramés au final. Quand on passe le curseur sur certaines étoiles ou même sur des parties de la nébuleuse, on est quasiment donc à 1, ce qui veut dire qu'à 1, c'est cramé, quoi. Ah ben, il y a des bouts qui sont cramés et il y a des bouts, il y a des bouts faibles, enfin plus faibles, par exemple sur la droite, où là c'est piqueté de bruit. Enfin, on sent que c'est piqueté de bruit parce que la nébuleuse elle n'est pas comme ça, quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'à vouloir montrer le signal, il y a eu, enfin, c'est comme s'il avait voulu homogénéiser le signal sur toute la nébuleuse, mais même sur les structures, on va dire un petit peu plus faibles, qui devaient ressortir autant que les structures qui étaient déjà bien visibles. Ouais. Et du coup, c'est assez compliqué à gérer derrière, en fait. Sauf que c'est vraiment ce qu'on appelle communément trop tirer les curseurs. J'ai l'impression qu'on peut dire ça de manière générale sur un ensemble de choses. Ouais. Et même le fond de ciel, c'est trop tiré lui aussi, mais vers le noir. Ouais, je pense que, enfin, en reprenant, je pense que la base d'acquisition est bonne. Donc, en tirant moins, ou alors en rajoutant des pauses, parce que tirer comme ça sur les faibles nébulosités, clairement, ça manque de pauses dans cet objectif-là. Mais en reprenant le traitement, dans quelque chose, en tirant moins les histogrammes, en tirant moins sur les faibles nébulosités, en évitant de cramer les hautes lumières de la nébuleuse, je pense qu'il devrait pouvoir arriver à quelque chose de magnifique, quoi. Je rejoins ce qui a été dit. Après, il y a deux choses. Je suis complètement d'accord sur le fond de ciel est trop noir, les nébuleuses sont trop tirées, les étoiles sont trop tirées. D'ailleurs, sur ce genre d'objet, on peut. Moi, personnellement, je trouve que ça apporte toujours un petit plus de faire une réduction d'étoiles. Alors, il faut bien la maîtriser, mais ça permet d'effacer, enfin de mettre un peu moins les étoiles en avant et de faire ressortir un peu la nébuleuse. Après, ça, chacun aime ou pas. Dans la descriptive de la photo, il y a quand même deux choses. C'est que c'est une compo. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la manière dont il a monté son image, parce que c'est une compo H plus S2 OO fois ou X SHO.
Alors, c'est des couleurs, c'est du SHO, mais avec des couleurs, en gros, c'est plutôt du HOS, parce que finalement, il a utilisé plus la couche H pour le rouge au lieu du vert, comme on le fait habituellement sur le SHO. Donc, on réobtient des couleurs qui sont plus, on va dire, plus proches de ce qu'on peut avoir d'habitude en LRGB. Donc, déjà, au niveau technique, ça n'a pas l'air simple. Et le traitement a été fait sous Photoshop. Et le traitement sous Photoshop, j'ai envie de dire que là, malheureusement, on voit un petit peu les limites de faire tout le traitement, y compris la montée d'histogramme sous Photoshop. C'est qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas la même finesse et les mêmes possibilités vraiment de régler la montée d'histogramme. Alors, on peut le faire, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut quasiment tout faire avec Photoshop, mais sur ce genre d'objet, c'est pas forcément simple le passage, la montée d'histogramme, justement, est plus délicate sous Photoshop que sous PixieSight ou Cyril ou d'autres, et c'est d'autant plus dommage que le pré-traitement et l'empilement, je vois, ont été faits avec Cyril. Donc, Cyril fait aussi la montée d'histo derrière, donc moi, je recommanderais plutôt à Benjamin de se mettre aussi à Cyril pour le traitement lui-même, et puis de laisser Photoshop, de garder Photoshop, mais pour la fin, pour la correction des couleurs, les petits détails et tout, mais d'essayer vraiment Je pense que les brutes, je pense, sont très bonnes, et je pense que bien traité avec un bon logiciel qui est fait pour ça, ça permettrait d'avoir un résultat qui serait vraiment bien meilleur. Donc, je pense qu'il y a plein de traitements possibles sur cette nébuleuse parce qu'elle a la particularité, et je pense qu'il y a très peu de nébuleuses comme ça, d'avoir le H-alpha et le O3 à peu près au même niveau. Ouais. Alors que la plupart des nébuleuses, le H-alpha écrase tout, quoi. Donc là, il y a moyen. Même j'en avais fait ou j'en ai vu des images en HOO. Voilà, qui donne aussi un résultat sympa. Donc, je pense qu'il y a moyen de sortir des tas de manières de gérer les couleurs sur ces nébuleuses-là en sortant quelque chose sortant des choses sympas. Quatrième image, c'est une Orion. S'il y a 3 heures de pause au total, alors je ne sais pas s'il y a un manque de signal quelque part, mais là, on retombe un peu sur le problème précédent, c'est-à-dire le tirer sur les curseurs avec un fond de ciel qui est inhomogène et avec des patchs de couleurs. Donc là, moi, c'est le fond de ciel qui m'embête un petit peu. Ouais, là, il aurait fallu neutraliser le fond de ciel, hein, quitte à perdre des couleurs de fond de ciel, mais carrément le neutraliser autour de la nébuleuse pour pas qu'il soit rouge, vert, bleu, marron, jaune. Alors, dû à des gradients de pollution lumineuse de lune ou autre, je pense. Alors, voilà, je ne sais pas avec quoi ça a été traité, si c'est Cyril ou autre. PixInsight. Ah, donc PixInsight, donc il y a des fonctions vraiment évoluées de retrait de gradient qui auraient peut-être permis de s'affranchir de ça, et puis quitte à neutraliser le fond de ciel un peu plus aussi, quoi. Il y a le descriptif de la photo indique aussi qu'il n'y a pas de flat ni d'offset. Ouais. Alors l'offset, c'est pas très grave puisque c'est une CMOS, alors il n'y a pas à en faire. En revanche, les flats, moi je considère que c'est relativement indispensable pour obtenir une image. Alors surtout quand déjà, si on a des problèmes de gradient et autres, ça peut être compliqué à gérer. Si en plus on s'inflige des problèmes de flat, c'est toujours compliqué de rattraper le fond de ciel au final, et parfois ça se rattrape pas bien. Et là, malheureusement, hein, je pense que sur le fond de ciel, il y a un lissage extrêmement important du fond de ciel parce qu'à mon avis, il y a des défauts dans le fond de ciel. Il y a je ne sais pas si c'est une réduction d'étoiles qui a été trop appuyée ou si c'est au traitement, au lissage que ça a été fait, mais il y a beaucoup de petits points, vraiment dans le fond de ciel. Je pense que c'est plutôt lié à la gestion du bruit. Et le bruit chromatique autour de la nébuleuse, et malheureusement dans cette zone-là il y a du signal, donc on peut voir du rouge, on peut être peut-être éventuellement tenté de le mettre en avant en se disant mais si je le retire en fait je vais perdre du signal, sauf que là il n'y a pas que du signal, il y a aussi il y a pas mal de bruit et de bruit chromatique, et c'est quelque chose qui justement les retraits de gradient auraient permis d'éviter. Mais la nébuleuse elle-même, on voit pas mal d'extensions, donc on va relativement loin. Mais là, le traitement est allé encore trop loin, quoi. Elle n'est pas allée aussi loin que ça. Sinon, bon, on sent pas de trame de fond, de dérive ou autre. Ouais, les étoiles sont bien rondes. Ouais.
Et les couleurs de la nébuleuse elle-même sont plutôt correctes dans la calibration. Quand on regarde les draperies de la nébuleuse au centre, là, bon, le rouge quoi, est là. Hein, et puis le bleu un petit peu sur le Running Man. Le bleu et le rouge sont présents. Alors, voilà, la réduction de bruit, je rejoins ce que disait Jean-Baptiste. Je crois que c'est la réduction de bruit qui a créé ces artefacts dans le fond de ciel. Et il y a comme un effet de topaz denoise poussé. Alors, c'est pas forcément topaz, hein, c'est peut-être avec PixInsight que ça a été fait. Mais on retrouve un petit peu ce genre d'artefacts-là. Oui. Peut-être avec des masques ou quelque chose. Ok. Vu l'heure, on va s'arrêter avec 4 photos pour cette fois, si ça vous embête pas. Donc, messieurs, je vais vous demander de choisir le vainqueur de cette émission du mois d'août. Bien, le vainqueur étant désormais connu, on va pouvoir boucler tranquillement cette émission du mois d'août et rendre tout le monde à ses chères vacances, ou vacances à venir en tout cas. Merci beaucoup à tous les 4. Sans rancune, Jean-Baptiste, pour la battle. Il a bien fallu que quelqu'un se dévoue, mais tu sais qu'il existe toujours un respect entre les boxeurs. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Et puis, rendez-vous en septembre pour l'émission numéro 4. Bon été à tous. Merci, salut. Bientôt. Bonnes vacances à tous.